Alors il a pris forme à l'origine de retrouvailles avec mon éditeur Philippe Horry, avec qui j'ai travaillé pendant une petite dizaine d'années à l'époque aux Humano, et que je retrouvais donc là chez Glénat. Et on avait à l'époque partagé une aventure avec la réalisation de livres comme le livre de Jack, le livre de Sam, et voilà, on a voulu renouveler un peu l'expérience de ce type de récit fantastique, conte fantastique. Il y a des caractéristiques qui sont liées au conte qui, personnellement, me correspondent bien, que j'aime traiter quand je raconte une histoire en tant qu'auteur, en tout cas, en tant que dessinateur. Après, j'aime bien aborder d'autres sujets et d'autres approches de la narration. Dans le conte, moi, ce qui me plaît bien, c'est déjà l'aspect fantastique. J'aime bien l'idée qu'on sache d'emblée qu'en fait, on va nous raconter une histoire. Voilà, c'est d'essayer d'immerger le lecteur dans un univers qui va le sortir de son quotidien, lui proposer un voyage, voilà, au sein d'une histoire de rencontre avec les personnages, et d'un univers un petit peu déroutant, fantastique, auquel il n'est pas confronté quotidiennement, quoi. C'est un code, ça, qui me plaît bien. Après, le fait aussi de travailler où l'histoire est toujours un peu en suspens, où il peut y avoir différentes interprétations, où on reste toujours un peu dans un flou. Voilà, chacun y voit un peu ce qu'il a envie d'y voir. Je pense qu'on s'inspire un peu de tout ce qui nous touche, de tout ce qui nous plaît, une image qu'on va retenir, mais qui peut être aussi bien une image peinte, dessinée, une photo, un visage qu'on croise dans une rue, une lumière qui traverse le ciel à un moment de manière furtive. Ça peut être tout et n'importe quoi, quelque chose, voilà, où il y a un ressenti particulier qu'on va fixer et garder. Et bien, encore une fois, là, j'y reviens, mais en fait, le fait d'imposer au lecteur une scène comme ça, où on le place immédiatement dans l'action, et dans le côté fantastique, ça lui permet de savoir exactement où il en est dès le départ de l'histoire. C'est-à-dire qu'on ne lui ment pas, on ne va pas lui mentir. Il sait que l'histoire qui va lui être racontée n'existe pas, que les personnages qui vont la vivre n'existent pas non plus, et ça va être à lui d'accepter ou pas. Il y en a qui refusent, qui ont mis de longues années à se construire un univers dans le monde des adultes et qui ont beaucoup de mal à retourner comme ça en enfance. Pour les enfants, c'est naturel de plonger comme ça dans les histoires qu'on leur raconte. Ils se laissent totalement imprégner de ça, un adulte moins facilement. Donc là, voilà, au moins les choses sont claires. D'emblée, on sait que ce qui va être raconté est totalement associé à du fantastique et à de l'irréel. C'est pareil, c'est toujours avec la même démarche. Alors j'avais un peu déjà traité les choses de la même manière, que ce soit pour le livre de Jack, livre de Sam, Joe ou Halloween aussi, où c'est très clairement inspiré d'un lieu ou d'un temps à laquelle l'histoire pourrait se passer, mais sans qu'il y ait rien de précis non plus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on puisse... je crois que ça fait partie aussi des critères du conte pour rester vraiment dans l'imaginaire. Il faut qu'on reste assez flou sur... Il ne faut pas fixer les choses ni dans le temps, ni dans un lieu bien précis. Voilà, ou alors on sort un petit peu Après, tout est possible, on peut... Mais là, voilà, encore une fois, en tout cas, j'ai souhaité, tout en m'inspirant de la ville de Guingamp, à côté de laquelle je vis, par exemple, pour cette cité qui est donc à côté d'un port, même si on ne le voit jamais, à côté, au bord de la mer, alors que ce n'est pas du tout le cas pour Guingamp. Et en même temps, les enfants qui sont plutôt des Poulbeaux, Gavroche, donc dont le langage s'inspire plutôt du langage des gamins de la rue. Du début du XXe. J'essaye, quand j'écris, d'avoir une vision globale, un ressenti global de l'histoire et de la compréhension. Vraiment, la fluidité de lecture, c'est mon principal souci, et mes principales questions viennent de là quand j'écris ou quand je dessine, ou quand je construis la narration graphique de mes pages. C'est vraiment que la compréhension soit immédiate et que la fluidité soit vraiment là sur la lecture. Après, voilà, on fait des choix, et moi j'ai fait ce choix-là d'inscrire vraiment ces personnages dans un quotidien qui
les gamins de la rue ont forcément un autre langage. Ils se construisent un univers qui est le leur. On le voit encore aujourd'hui à notre époque, c'est plus du tout le même langage, c'est plus des mots d'argot comme on peut les découvrir dans l'album ou dans Les Misérables ou dans d'autres Oliver Twist ou d'autres romans de ce genre, ciblés dans ces époques-là. Mais les gamins de la rue aujourd'hui parlent aussi un langage qui leur est propre. Se sentant rejetés, l'étant sûrement aussi rejetés par la société, c'est un moyen aussi d'exclure, d'affirmer leurs différences et d'exclure et de se créer un univers à eux, propre à eux, voilà, ou même parfois eux seuls le comprennent. Voilà, donc c'était pour moi une évidence que les gamins, étant vraiment inscrits dans cette vie-là, aient un langage qui leur est propre. D'ailleurs, pas toujours au même niveau pour tous. L'aîné étant plus affirmé dans son argot, voilà, ayant un langage beaucoup plus lâché, il est plus généreux dans ses expressions et ses mots d'argot. Le petit, lui, il a plutôt un tic de langage où quand il parle des coquillages, il parle de croquillage, par exemple, ou de Gabriel, il l'appelle Grabriel. Voilà. Et elle, par contre, est plus mesurée dans son argot. Et l'enfant à la bougie, lui, a un langage tout à fait normal, si on peut dire. Voilà, donc voilà, j'ai fait ce choix-là et j'ai essayé. La difficulté, c'était de ne pas être redondant dans les expressions qui étaient utilisées. Je crois que je suis parvenu à ne pas utiliser deux fois la même expression, alors que parfois certaines reviennent souvent. Hein, on est dans un univers fantastique qui est associé, lié à la mer. Or, donc tout ce qui est eau et tout ça, on peut avoir à revenir régulièrement, ou quand ils sont poursuivis par un flic, d'avoir utilisé le mot cogne, voilà, d'avoir à trouver des mots différents à chaque fois. Dans la poursuite, ils utilisent le terme sous différentes formes à plusieurs reprises. Voilà. C'était de ne pas lasser le lecteur en ayant des expressions toujours trop répétitives. Et ensuite, la deuxième difficulté à laquelle il fallait que je fasse attention, c'était donc cette problème de compréhension, parfois avec des expressions très imagées, mais pas forcément compréhensibles par tous, ou tout le monde ne les connaît pas forcément. Et donc, j'ai testé ces expressions sur mes enfants, en fait. Voilà, pour être sûr que ce soit qu'il y ait vraiment une compréhension. Alors après, peut-être que certaines passent, sans qu'on les comprenne vraiment, mais dans le contexte, et d'ailleurs c'était curieux de voir que certaines les laissaient totalement froid et leur parlaient pas du tout, juste en leur lisant les dialogues, et qu'après, en leur montrant avec l'image qui est associée, comme on passe à la brune par exemple, bon, voilà, on ne connaît pas forcément le texte, ça les a un peu laissés perplexes, mais associé à l'image et dans le contexte de l'histoire, les gamins arrivent à l'abbaye, ils ont été poursuivis, ils ne peuvent pas faire demi-tour, il est trop tard, de toute façon ils n'ont plus le choix, on est bien obligé de dormir là, même si l'endroit ne les enchante pas tellement, on est bien obligé de dormir là, de toute façon on passe à la brune. Et là on est sur une image où on voit la lune et le ciel qui est passé à la nuit avec les étoiles. Donc normalement, logiquement, dans le contexte de l'histoire et de son déroulement, les dialogues ne doivent pas être un problème. Alors en fait, j'ai commencé, il y a eu 3 versions de la page 1, où j'ai commencé à travailler en noir et blanc avec l'idée de faire une mise en couleur sur bleu, comme je l'avais fait pour ma précédente série. Et finalement, je n'étais pas convaincu. Voilà. Et c'est pour ça on fait toujours des choix, c'est toujours un peu des choix instinctifs aussi, même si c'est des choix réfléchis, il y a toujours une part d'instinct. Là, je sentais que pourtant la page était aboutie, elle me convenait en tant que telle, mais il manquait quelque chose. Je trouvais que voilà, ça ne correspondait pas à l'idée abstraite, un peu floue que je me faisais de cette histoire et de la manière dont j'avais envie de la construire sur les pages. Et donc, du coup, j'ai fait une deuxième tentative de la même page, en fait, mais toujours des modifications à chaque étape, mais c'est assez similaire, mais par contre, sur un format beaucoup plus grand et en couleur directe. Donc là, sur cette étape-là, j'étais convaincu que j'avais trouvé la bonne technique et le bon format, mais pas la gamme colorée. La voile du bateau était rouge, l'eau était plus dans les verts, justement, plutôt un aspect émeraude, et qui n'était pas esthétiquement vilain, mais qui ne correspondait pas, encore une fois, à l'ambiance que j'avais envie de poser dans ce récit, qui devait être un petit peu oppressant, un petit peu sombre, tout en étant lumineux. Et donc, du coup, la 3e version était la bonne, c'est la version qu'on peut voir dans l'album. Le côté intemporel, ouais, reste un moment, enfin quelque chose d'important sur la narration d'un conte.
Ce qui personnellement m'intéresse et m'excite, c'est le fait justement qu'on puisse avoir réellement de prise sur rien, ni sur les personnages, ni sur l'histoire, ni sur les éléments qu'on va mettre en place pour pouvoir la raconter. Voilà, et il y a forcément des flottements, il y a forcément quelque chose voilà, où les choses sont en suspens, on peut vraiment jamais rien arrêter, il n'y a jamais aucune certitude. Voilà, et c'est ça qui permet d'avoir plusieurs interprétations, c'est ça qui permet je pense, ce voyage comme ça, hors du temps, hors d'un lieu défini. L'évasion me paraît plus, si elle est acceptée d'emblée, me paraît plus facile. Alors ce travail pour moi ça a été très nouveau en fait, d'achever une histoire et de le poursuivre en fait par le biais d'illustrations encore pendant plusieurs mois. En développant l'univers sur des images où la démarche graphique est très différente que celle de la construction d'une page où on doit raconter quelque chose. Chaque scène a son importance, il y a des informations, même si elles doivent rester floues, elles sont importantes à faire passer. Donc du coup la construction d'une page, une fois l'écriture achevée, du scénario, la construction de la page est presque mécanique en fait. Voilà. Alors que pour chaque illustration, on doit faire passer une émotion et puis retranscrire l'univers de manière différente, mais avec une composition qui va raconter un petit peu de ce qu'est l'univers, un petit peu de ce que sont les personnages, un petit peu parler de l'ambiance de l'histoire, et voilà, et que tout ça transparaisse juste sur une seule image. Alors les trois premières, c'est très excitant et les choses viennent très facilement. Et puis, ce qui est très compliqué et en même temps très intéressant, c'est de le faire sur la durée. Voilà. Et pendant 3 mois, d'être dans cet exercice-là, qui pour moi était un vrai plaisir parce que j'aime beaucoup l'illustration, j'ai l'occasion de le faire de temps en temps sur des couvertures, sur des ex-libris, des choses comme ça, des affiches sur des festivals ou autres. Je l'avais fait une seule fois pour un livre d'illustration que j'ai réalisé il y a quelques années, sur une durée comme ça aussi longue, mais c'était encore une fois dans l'idée de raconter une histoire. Là c'était vraiment différent, c'est la première fois que ça le faisait, donc, que je le faisais, donc c'était très nouveau et très excitant. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à ça, ouais, et à faire ça sur la durée aussi, d'avoir à fouiller, à ne pas se contenter des images évidentes qui viennent immédiatement, mais d'aller chercher plus loin, des cadrages, de faire des choix que j'aurais peut-être pas fait avant en fait. Voilà, ça m'a obligé à pousser plus loin dans ma démarche d'illustrateur. Oui, bah là, en fait l'idée sur le tirage de luxe avec les sculpteurs de bulles est de réaliser un livre qui propose tout ce qu'on ne voit pas dans l'album de bande dessinée, qui lui est vraiment là pour raconter l'histoire, puisque les pages ont été réalisées pour une bonne partie, les bons 2/3 du livre, sans les vignettes, j'allais dire, sans les bulles, sans les phylactères, donc du coup qui ont été insérés après par informatique. Donc en fait, les pages existent sans les textes. Donc on va les proposer sous cette forme-là, c'est-à-dire qu'un lecteur qui connaîtra l'album aura quelque chose de nouveau sur chaque vignette où la bulle disparaîtra, puisqu'il apparaîtra à la place le dessin qui est dessous. Donc les pages sous cette forme-là, et effectivement l'ensemble des illustrations qui ont été réalisées pour la galerie, pour des affiches de festival, pour des ex-libris, et aussi toute une part, on y a déjà dans l'album de bande dessinée un petit carnet graphique où quelques petits crayonnés, des choses ont été montrées, et on va développer aussi ce côté-là, donc de montrer du storyboard, montrer toutes les recherches de personnages. On veut vraiment faire un ouvrage qui soit très très complet. Ça risque d'être un livre assez important, et comme il y a des illustrations qui sont assez volumineuses, comme celle-ci qui est derrière, là, qui fait plus de 3 mètres, donc qui est sur un format horizontal, de reproduire ces illustrations avec des dépliés insérés dans le livre, des pages que l'on déplie pour pouvoir avoir l'ensemble des illustrations sur certaines illustrations parmi les plus grandes. Ça devrait être un beau livre.